Bonjour, bienvenue dans ce nouvel audio consacré aux addictions. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une difficulté souvent moins visible que la pratique elle-même, mais pourtant très présente dans de nombreux parcours. Le moment où l'on commence à ne plus se faire confiance. On parle souvent d'addiction en termes de produits, de gestes, d'habitudes, de perte de contrôle. Mais il y a autre chose de plus discret, de plus intérieur qui s'installe peu à peu. Le doute sur sa propre parole. Ce moment où l'on se dit parfois, sans même le formuler complètement, je ne peux plus vraiment compter sur moi. Et ce moment-là change beaucoup de choses. Parce qu'à partir de là, la difficulté ne porte plus seulement sur la pratique, elle touche aussi la relation que l'on entretient avec soi-même. Il y a une phrase que beaucoup de personnes finissent par se dire, parfois à voix basse, parfois seulement dans leur tête. Je ne me fais plus confiance. Cette phrase n'arrive pas d'un seul coup. Elle ne correspond pas forcément à un grand effondrement, ni à une prise de conscience brutale. Elle s'installe progressivement sans qu'on s'en rende vraiment compte, à mesure que les intentions se heurtent à la répétition d'un même geste. Au départ, pourtant, l'élan est souvent sincère. La personne se dit qu'elle va ralentir, s'arrêter, faire autrement. Elle ne triche pas forcément. Elle ne se ment pas nécessairement. Il y a même parfois un véritable soulagement à prendre cette décision. C'est comme si le simple fait de décider permettait de reprendre un peu la main. Pendant quelques jours, parfois, pendant quelques semaines, cela tient. Puis un moment difficile survient, une fatigue plus lourde que d'habitude, une tension au travail, une dispute, une soirée vide, un retour de solitude. Et le geste revient. Ce retour n'a pas seulement des conséquences sur la pratique elle-même, il agit aussi sur l'image que la personne a d'elle-même. Ce n'est plus seulement « j'ai recommencé », peu à peu cela devient « je ne peux pas compter sur moi ». Et c'est là que la difficulté change de nature. L'addiction n'abîme pas seulement le rapport à un produit, à un écran, à un jeu ou à une conduite répétée. Elle fragilise aussi la parole que l'on se donne à soi-même. Dans beaucoup de parcours, il ne manque ni l'intelligence, ni la lucidité, ni même la volonté. Ce qui manque souvent, c'est une compréhension suffisante de ce contre quoi la personne essaie de tenir. Tant que cette compréhension fait défaut, les décisions reposent sur une base fragile. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un se promet d'arrêter de boire le soir. La décision est sérieuse. Elle n'est pas prise à la légère. Mais si, chaque soir, l'alcool permet surtout de faire retomber la pression, de fermer la porte au travail ou de ne plus se sentir vide, alors s'arrêter ne revient pas seulement à supprimer un geste. Cela revient aussi à perdre un appui intérieur. Dans ce cas, la promesse ne suffit pas. Non parce qu'elle serait fausse, non parce que la personne manquerait de sincérité, mais parce qu'elle affronte seule quelque chose qui servait déjà de soutien. C'est pour cela que les tentatives répétées peuvent produire un effet paradoxal. Elles montrent que la personne sait, mais lorsqu'elles échouent, elles finissent par être interprétées comme la preuve qu'elle n'est pas fiable. Autrement dit, l'échec n'est plus lu comme l'indice d'un mécanisme complexe, il devient la confirmation d'un défaut personnel. La conclusion glisse alors de « je n'ai pas encore trouvé comment faire » à « je ne suis pas capable ». Et c'est ce glissement qui fissure la confiance. On parle souvent de la confiance dans les autres. On parle moins de cette confiance plus intime, plus quotidienne, qui consiste à croire à sa propre parole. Or, cette confiance-là joue un rôle central. Quand une personne dit « demain je fais autrement », elle engage quelque chose d'elle-même.
Si cette parole est suivie, même imparfaitement, elle garde du poids. Mais si elle est régulièrement contredite par les faits, elle perd toute sa force. Peu à peu, un dédoublement intérieur s'installe. Une part de la personne veut avancer, prendre une décision, changer. Et une autre part reste en retrait, sceptique, parfois ironique. Tu dis, ça fait maintenant, on verra ce soir. Tu as déjà essayé, tu sais comment ça finit. Cette petite voix n'est pas seulement pessimiste, elle est le résultat d'une expérience répétée, celle d'avoir voulu sans réussir à tenir durablement. Cette situation fatigue énormément, parce qu'il faut lutter sur deux fronts à la fois. Il faut faire face à la pratique elle-même, bien sûr, mais il faut aussi composer avec le doute intérieur qui accompagne chaque tentative. La personne n'a plus seulement à gérer une envie ou une impulsion, elle doit faire face à une perte de crédibilité personnelle. Cela explique qu'à un moment, certaines personnes ne s'aiment même plus franchement, non pas parce qu'elles s'en fichent, mais parce qu'elles n'ont plus la force psychique de se décevoir une fois de plus. On interprète souvent cette perte de confiance comme une faiblesse morale. C'est à mon sens une erreur de lecture. En réalité, elle révèle souvent un décalage entre la manière dont on a posé le problème et la réalité de ce qui se joue. Lorsqu'une personne pense que tout se résume à un manque de volonté, elle s'organise naturellement autour de la maîtrise. Se promettre, résister, couper net, tenir coûte que coûte. Mais si la pratique avait aussi pour fonction de calmer une angoisse, d'occuper un vide, de diminuer une tension, de fournir un repère dans la journée, alors l'arrêt ne crée pas seulement une absence, il laisse à découvert ce que la pratique venait contenir. Prenons un autre exemple. Une personne passe plusieurs heures par jour sur son téléphone. Pas uniquement par distraction, mais parce que ces moments lui évitent de sentir trop fortement son isolement, sa lassitude ou son inquiétude. Si elle décide simplement de réduire son temps d'écran sans travailler ce qui rend le silence ou le vide si difficile à supporter, elle risque de se retrouver face à une souffrance brute. Si elle rechute, elle pourra conclure qu'elle manque de discipline, alors qu'en réalité, elle s'est retrouvée sans solution de remplacement face à un état intérieur trop envahissant. Autrement dit, la perte de confiance dit souvent ceci: j'ai essayé de contrôler un geste sans encore comprendre suffisamment ce qu'il venait soutenir. Et cela change profondément la lecture du problème. On sort de l'idée d'incapacité pour entrer dans celle d'un travail de compréhension encore inachevé. Retrouver la confiance ne consiste donc pas à produire une promesse plus forte. Ce n'est pas non plus se répéter des phrases positives en espérant qu'elles deviennent vraies. La confiance ne revient pas parce qu'on se convainc, elle revient parce que l'expérience change. Le premier déplacement consiste souvent à passer d'une logique de contrôle à une logique d'information. Non plus seulement comment empêcher le geste, mais dans quel moment apparaît-il? Qu'est-ce qui monte juste avant? Qu'est-ce qu'il coupe, apaise ou évite? Cette démarche n'a rien de passif. Elle demande de la lucidité, du courage et parfois beaucoup d'humilité. Mais elle permet de construire une confiance plus solide parce qu'elle s'appuie sur du réel. Quand une personne commence à reconnaître qu'elle consomme surtout après des journées où elle s'est sentie sous pression, ou qu'elle mange compulsivement surtout après des épisodes de solitude ou de frustration, elle ne règle pas tout immédiatement. En revanche, elle cesse peu à peu d'être entièrement surprise par ce qu'elle fait. Et cette sortie de la surprise est déjà importante, parce qu'on commence à se faire davantage confiance quand ce qui nous arrive devient un peu plus lisible.
Cette confiance se reconstruit rarement par de grands bouleversements. Elle revient plutôt à travers des expériences modestes, répétées, concrètes. Décaler un geste de 10 minutes et observer ce qui se passe. Repérer qu'un moment de tension monte plus vite certains soirs que d'autres. Réussir une fois à appeler quelqu'un au lieu de se tourner immédiatement vers la pratique habituelle. Sortir marcher quand l'envie monte. Comprendre après coup avec précision pourquoi une journée a été plus difficile. Vu de l'extérieur, ces déplacements peuvent paraître minimes, mais intérieurement, ils comptent beaucoup. Ils redonnent de la consistance à la relation à soi. La personne commence à se dire non pas « je suis guéri » ou « je maîtrise tout », mais quelque chose de plus sobre et souvent de plus vrai. Je commence à mieux me connaître. Et cette connaissance de soi constitue un appui beaucoup plus fiable qu'une promesse absolue. Il faut vraiment insister sur ce point. On ne se refait pas confiance parce que l'on ne rechute plus jamais. On se refait confiance parce que l'on devient de plus en plus capable de voir ce qui se passe, de l'interpréter avec justesse puis d'ajuster. La confiance ne se reconstruit pas sur la perfection, elle se reconstruit sur la lisibilité et l'ajustement. Dans beaucoup de parcours, le changement commence réellement lorsque la personne cesse de faire chaque jour, chaque retour à la pratique, une preuve contre elle-même. Non pas parce qu'il faudrait banaliser, mais parce qu'une lecture uniquement morale empêche de comprendre. À partir du moment où la question devient « Qu'est-ce que cela dit du moment que je traverse, de ce qui se passait à moi et de ce qui me manquait à cet instant ?» Quelque chose se dessert. La confiance ne revient alors pas comme une certitude totale, elle revient comme une possibilité réaliste. La possibilité d'essayer autrement, la possibilité de ne pas se réduire à ses échecs, la possibilité de construire des appuis plus adaptés que ceux que l'on utilisait jusque-là. La possibilité, surtout, de ne plus être entièrement défini par ce que l'on n'a pas réussi à tenir. Et c'est souvent à cet endroit qu'une marge de liberté commence à réapparaître. Non comme une victoire spectaculaire, mais comme un déplacement intérieur profond. Passer de « je ne peux pas compter sur moi » à « je commence à mieux comprendre comment je fonctionne ». Cette phrase est moins brillante, mais radicale. Mais elle est souvent beaucoup plus constructive, parce qu'elle ne repose pas sur une illusion de maîtrise, elle repose sur une relation à soi plus juste, plus patiente et finalement plus solide. Si cette réflexion vous parle, je développe ces mécanismes de manière simple et concrète dans mon livre « Comprendre les addictions ». Ça s'apprend. Pourquoi nous devenons dépendants et comment retrouver une marge de liberté. Je vous laisse le lien en commentaire. En conclusion, avez-vous déjà ressenti ce moment où votre parole perdait de sa force à vos yeux? Qu'est-ce qui, selon vous, aide vraiment à reconstruire une confiance plus juste face à soi-même? J'attends vos retours dans la partie commentaires. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel audio sur les addictions.